Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Corentin Périni, Valentin Schirmer, l'émission des Tintins. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Tintins. Vous l'attendiez depuis longtemps, la chronique ne vous suffisait plus. Et bah voilà, l'émission est bien là avec Valentin Schirmer. L'émission des Tintins, l'émission où l'on refait le monde avant qu'il nous défasse. Merci d'être là, merci de votre confiance. Bienvenue Valentin, évidemment, l'autre Tain est avec nous. Bonjour Valentin. Bonjour Corentin, et enfin libéré de cette clémence castratrice qui nous empêchait de faire nos boulots correctement. On va pouvoir aborder les vrais sujets. Là. Ça va cuisiner la viande rouge. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une émission avec son prénom, une partie de son prénom Tain? Oh, c'est beaucoup d'émotions. J'en pense à ma famille, à tous ces gens qui m'ont baptisé, au curé qui m'a baptisé à l'époque. Enfin, c'était beaucoup de. On le salue. Voilà, on le salue. Je connais même pas son prénom malheureusement. Et nous sommes avec Tibétain. Bonjour à lui. Et bonjour à tous et merci à personne de m'avoir nommé comme ça. Moi, il n'y a pas de curé, pas de parents qui m'ont nommé Tibétain. J'ai été obligé de prendre ce pseudo, sinon je rentrais pas dans l'émission, donc c'était chiant quoi. Et ben bienvenue à vous. Vous voulez évidemment rester anonyme, puis on sera avec notre invité André Berkoff que Valentin Schirmer va nous présenter. En attendant, je vous invite évidemment à aimer, à vous abonner, à mettre des pouces, mettez des pouces, des cœurs comme avec Clémence, c'est la même règle. On sera tous ensemble, donc pendant 1 heure, on va décrypter, analyser l'actualité, et puis on va parler aussi de notre invité avec humour. On va essayer au moins avec bonne humeur. Voilà, chaque chroniqueur nous présentera son coup de cœur, sa perle de la semaine. Mais tout de suite, c'est Valentin Schirmer qui nous présente notre invité de la semaine, André Berkoff. L'émission des Tintins, l'invité d'honneur. Eh ben bonjour André Berkoff déjà. Bonjour Valentin, bonjour Intestin, bonjour Destin, bonjour Tricastin et bonjour Valérie Giscard d'Estaing. Bon, salut. Bon, bah, c'est bien. C'est vrai qu'on avait beaucoup de monde, on n'a pas que les Tintins. C'est vrai. Ah oui, donc je me suis un petit peu intéressé à votre vie, figurez-vous. Alors comme tout journaliste qui se respecte, je suis allé voir votre fiche Wikipédia. Qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 2010 là? Vous êtes complètement parti en sucette, mon pauvre André. Vous aviez tout pour couler une retraite de boomer bien pensant, paisible, et puis vous avez commencé à jouer les résistances, pas trop pourquoi. Tout commençait très bien, pourtant, vous naissiez en 1940 à Beyrouth, au Liban, d'un père russe et d'une mère espagnole. Oui, vous n'êtes pas né dans Bayrou, effectivement. François Beyrouth. Vous êtes né donc d'un père russe et d'une mère espagnole au Liban. Déjà, il y a du mélange, c'est sympa. Un peu de fraîcheur, un peu de soleil, un peu d'épices. On cuisine à l'huile d'olive, mais avec une chapka sur la tête. Et puis, bon, c'est vrai que ça doit faire quelques nœuds dans le cerveau à la longue. C'est peut-être pour ça que vous avez eu votre dérivé fascisto-complotiste, ce côté est-ouest, droite-gauche qui ne se plaît pas. Ça aide pas à se repérer. En tout cas, vous souhaitez rapidement devenir journaliste, d'abord à Beyrouth, et puis en France, vous devenez une figure culturelle et médiatique du tout Paris au fil des années 60, 70, 80. Vous faites des soirées avec Michael Jackson, vous êtes ami avec Joseph Kessel. Alors, la vie est plutôt sympa à Paris à l'époque. Et pendant 1 an, vous êtes même rédacteur en chef de Lui. Donc Lui, ça évoquera sans doute des souvenirs à certains auditeurs sur la cinquantaine. Vous côtoyez le gratin de la Mitterrandie triomphante, Jacques Attali en tête, François Hollande surtout, avec qui vous montez un sale coup en 1983. À la demande de Jacques Attali, c'est ce que je lis sur Wikipédia, donc automatiquement c'est vrai. Vous écrivez 2 pamphlets sur la droite sous pseudonyme en vous faisant passer pour un homme de droite. Et comme à l'époque, vous êtes déjà connu et que vous ne voulez pas vous faire cramer, eh bien vous envoyez le futur flambier au charbon à la radio pour faire la promo des livres à votre place. On a envie de dire chapeau l'artiste. L'histoire ne dit pas si déjà à l'époque il se déplaçait en scooter. Enfin, je sais pas si vous voulez dévoiler des choses là-dessus. Pas froisser Ségolène plus que de raison non plus. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc vous obtenez en 91 une émission de télé. Ça vous regarde sur la 5. Alors là, la 5, pour les gens de ma génération, on sait que c'est entre les pyramides d'Égypte et la dubstep à peu près. Comme disaient des proches. 91, pardon. 91, oui. 91, pas 81. Non, vous avez dit 80. Ah oui, non, 91, absolument, pardon. 91. Mais bon, donc c'est à peu près entre les pyramides et la dubstep. Comme disaient des proches, Yves Montand, Picasso, Hitler, tout ça, c'est le passé. Bon, des proches n'ont jamais dit ça, mais ça permet de dire Hitler à l'antenne sans trop se faire taper sur les doigts, c'est pratique. Revenons-en à la télé, parce que la 5 ferme en 92, mais vous décidez de poursuivre l'émission sur France 3. Français si vous parliez, très belle référence à Bernanos. Et là déjà, on observe une petite réticence par rapport à la bien-pensance. Vous préférez faire parler des Français du quotidien plutôt que des professionnels de la parole. Déjà, quand on s'intéresse à la réalité, c'est un peu suspect. Ça préfigure le populisme. Ça sent un peu le rouge-brun, tout ça. Mais bon, tout va encore pour le mieux. Vous avez une activité d'éditeur aussi. Début 2000, vous essayez de reprendre Harakiri. Et là, en 2003, on commence à sentir le vent de la bien-pensance tourner pour vous. Écoutez l'extrait, c'était chez Thierry Ardisson et vous vous en preniez au bobo de gauche qui avait fait barrage à Le Pen en 2002.
Au nombre de ces lâchetés, vous mettez la lâcheté de ceux qui ont laissé croire à un moment que Le Pen pouvait passer au deuxième tour et finalement qui ont poussé la gauche entière à pousser, et nous aussi, à pousser à voter Chirac. Finalement, aujourd'hui, il s'est retrouvé avec 82% des voix, alors que vous dites qu'il aurait suffi de laisser le truc se faire normalement. Le Pen ne pouvait pas être élu, quoi. Et là, il y a eu quand même ce que j'appelle un triomphe formidable, non pas des bobos, mais des collabobos. Ouais. Alors, les collabobos, c'est une variante du bobo, ou le bobof, si vous voulez, on peut l'appeler les bofs, bourgeois bof. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils se sont payés, mai 68, la résistance, en un week-end. C'est-à-dire que Le Pen allait gagner. On avait déjà les forces de l'occupation qui fonçaient sur Paris. Les Waffen-Division, la Waffen-SS étaient en train de prendre la place de la Concorde. Ouais. Le Pen et ses hordes installaient la Gestapo, le péniste rue Lauriston. Attendez, vous avez entendu? C'était extraordinaire. Mettez les barricades, mettez les sacs de sable. Alors que chacun sait que si on avait laissé la chose et que ceux qui disaient « Ah, je vais voter Chirac », comme d'ailleurs notre ami Bedos, là, en se bouchant le nez, attends, ça va. Le Pen n'aurait jamais eu plus de 50% de voix. C'est du bullshit. Résultat des courses, ils sont là encore. Vous avez une gauche tétanisée qui court comme un poulet à qui on a coupé le cou et qui dit « Ah, pourquoi j'ai voté comme ça? Pourquoi j'ai voté comme ça ?» Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà en verve à l'époque. Hein. On reconnaît bien le ton, oui. Absolument. Et là, donc, le tournant droitier se confirme début 2010, où vous prenez la plume pour défendre Nicolas Sarkozy, ou plutôt pour critiquer l'intelligentsia qui passe son temps à attaquer Nicolas Sarkozy. Et vous parlez un peu tout seul déjà des ravages de la mondialisation. Là, c'était en 2011 chez Laurent Ruquier, face au duo Zemmour et Nolo. Or, l'histoire de la mondialisation, attendez, qu'est-ce que vous racontez? Vous savez qu'il y a eu une photo extraordinaire, j'aurais aimé vous l'amener. Quelqu'un a fait une photo, un couple français avec ses enfants. Ils posent dans leur maison, etc., avec tous les objets. Maintenant, on leur a dit, voilà, on va enlever tous les objets qui n'ont pas été fabriqués en France. Ils se retrouvent à poil avec à peine un slip. Mais voilà, il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est vrai. Une culotte fabriquée en Thaïlande coûte le 70e d'une culotte fabriquée en France. On n'a plus un ordinateur qu'on fabrique, on n'a plus un portable qu'on fabrique. Il y a une désindustrialisation. Mais alors, il ne faut pas commencer. Si on ne parle pas de ça, on parle de rien. Mais si on parle de voilà. ça, je suis d'accord. Et moi, je vais vous dire une chose. Mitterrand et Chirac nous ont fait hiberner dans un préservatif pendant 30 ans. Voilà ce qui s'est passé. La France a hiberné. C'est ça. C'est peut dire préservatif. Oui, c'est sympa pour les anciens copains. Hein. Mitterrand a dû apprécier depuis sa tombe. Dans la même émission, vous défendez également un thème qui sera l'un de vos étendards dans les années suivantes. C'est la souveraineté populaire. Et ça plaît pas du tout à Éric Nolot. Attendez, vous n'êtes pas d'accord qu'un jury populaire n'est pas capable de pouvoir juger si quelqu'un a fait ça ou ça ou ça? Mettons des citoyens partout, mettons des citoyens dans toutes les bagnoles de flics. Française, on est que les citoyens contrôlent tout. Il y a un principe de délégation. Les citoyens ne siègent pas à l'Assemblée nationale, ils sont représentés. Eh bien, on a vu ce qu'on est né, le principe de délégation et de représentativité, que je ne conteste pas. C'est comme compétitivité, ça. Mais si vous savez ce que vous êtes en train de dire? C'est Bertolt Brecht. Le gouvernement qui en avait marre dans son pays de son peuple, il avait décidé d'échanger le peuple. Non, mais c'est pas du tout ça. Éric, non, mais je vais vous dire une chose. Pourquoi les citoyens ne seraient pas capables de participer à certaines instances? Et puis je vais vous dire pourquoi j'ai été un peu... Parce qu'ils sont représentés. C'est comme si vous me disiez flanquons Nicolas Sarkozy de deux citoyens. Il est déjà élu. L'Assemblée nationale, combien d'ouvriers? Combien de paysans? Combien d'artisans? La France est représentée par quoi? Par des fonctionnaires et par des professions libérales. Arrêtez. Où ils sont? La France, la vraie France, elle est où à l'Assemblée nationale? Dites-moi. Voilà, alors là, la rupture avec le système est quasiment consommée. Hein. Histoire d'entériner la chose, vous commencez à parler à des gens carrément infréquentables, hein, donc selon Wikipédia. D'abord, riposte laïque, Robert Ménard. Ensuite, en 2016, Donald Trump, hein, que vous êtes le premier en France à avoir interviewé. Le seul, d'ailleurs. Le seul. Et là, ça commence à puer sévère. Bachar al-Assad. Et puis tout en haut, Renaud Camus. Alors c'est comme ça que le présente Wikipédia. Il y a Bachar el-Assad et puis bon, Renaud Camus vraiment au-dessus. Renaud Camus qu'on salue de loin. Et puis, alors vient l'enchaînement Gilets jaunes, Covid, guerre en Russie. Bon là, c'est la débandade totale, tout part en couille. Ai-je besoin de lister les innommables invités à qui vous avez tendu le micro, hein? Vous vautrez dans le complotisme, dans la pensée facile et populiste, dans le vice le plus abject. Heureusement, l'ARCOM intervient, hein, l'ARCOM aussi qu'on salue. Je crois qu'ici on est à peu près chat-perché, on peut dire tout ce qu'on veut. On va pas le dire trop fort non plus quand même. Et vous voilà, passé d'intellectuels bien installés dans le gratin germano-pratin à parangon de la malpensance. Alors, pour paraphraser l'un des journalistes qui manque le plus à l'audiovisuel français aujourd'hui, André Berkoff, vous n'avez pas honte? Vous condamnez ce portrait? Non seulement je n'ai pas honte, mais je trouve que votre portrait en creux
et très bien montré que voilà, justement, c'est pas les notions de droite-gauche qui m'ont animé, jamais. Moi, ce qui m'intéressait vraiment toujours, c'est, vous savez, d'écouter les gens, non seulement d'écouter les gens, c'est qu'est-ce que c'est que la gauche ? Pour moi, la gauche, c'est pas moi qui ai changé, c'est cette gauche officielle qui a complètement changé, qui a complètement oublié le peuple. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est très intéressant. Tant qu'il n'était pas au pouvoir, c'était formidable. On parlait de la lutte finale, d'un côté, des peuples et tout ça. Sauf qu'ils ont vu que la lutte finale et un certain marxisme bien appliqué finissaient chez Pol Pot, chez Mao Tse-tung, chez Staline et compagnie. Combien de millions de morts et pas combien de divisions. Mais je croyais, moi, naïvement, que la gauche était le peuple. Et moi, je reste absolument du côté des obscurs, des sans-grades, des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin pour travailler, des gens qui ont besoin simplement qu'on leur assure une vie décente et compagnie. Et je joue pas du tout de la démagogie là-dessus. C'est pas le problème de la gauche et de la droite. C'est le problème que la gauche a découvert à un moment donné avec Mitterrand, qui était gauche comme moi, je suis pape. J'admire son côté Houdini. J'admire son côté extraordinaire, magicien, formidable, dans une culture extraordinaire et un type assez remarquable de ce point de vue-là. Enfin, il était de gauche. Écoutez, quand on a eu, c'est très simple, quand il est mort, j'ai été interrogé comme beaucoup de personnes ou de personnalités, et j'ai dit, un type qui peut avoir face à lui, à son bureau, en une demi-heure d'intervalle, Elie Wiesel et René Bousquet, peut pas être complètement mauvais. Donc voilà, c'était ça Mitterrand. Bon, alors, de quoi on parle ? À un moment donné, ils ont dit oui, c'est très très bien, les 60 heures, les 35 heures, pardon, les 60 ans de retraite, etc. Mais en fait, ils avaient à l'économie un point de vue de vétérinaire. Ils connaissaient rien à l'économie, ces gens-là. Ils ont fait, allez, on va distribuer. Et 40 ans après, ne parlons pas d'SOS Racisme, ne parlons pas de Le Pen et compagnie. Jacques Attali connaissait rien à l'économie ? Pardon ? Jacques Attali connaissait rien à l'économie ? Jacques Attali était un économiste théorique brillant, mais dites-moi ce qui a été fait par la gauche à l'économie, comme par la droite. C'est-à-dire que le problème en France, c'est pas un problème de gauche et de droite. On s'est mis dans le jacobinisme le plus total et on s'est dit ça marche très très bien. Vous savez très très bien que quel a été le dernier budget en équilibre en France il y a 50 ans, après à la mort de Pompidou. Le budget était encore en équilibre. 50 ans après, très exactement, 3 000 milliards, beaucoup plus de 3 000 milliards de dettes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Gauche et droite confondues. De Mitterrand à Macron. Macron, entre 2017 et 2025, 1000 milliards d'euros de dettes. Bon, c'est-à-dire que ces gens-là ont brillé dans quoi ? En disant quoi qu'il en coûte. En disant, il n'y a pas de problème. Hollande, rappelez-vous, il n'y a pas de problème, c'est l'État qui paye. Donc l'État qui paye, c'est qui ? Alors, c'est pas Hollande qui paye, c'est vous, moi et tous les gens qui nous écoutent. Donc, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est que les étiquettes ne comptent pas. Ce sont les gens qui comptent. Ce sont les individus qui comptent. Regardez aujourd'hui un multimilliardaire comme Trump. Il est en train de tout chambouler, pas au nom de gagner encore plus de fric. Vous savez, quand vous voulez les politiques, c'est très très simple. Regardez quelle fortune il avait en commençant la politique, combien il en a après ou pendant. Voilà. Trump et Musk, multimilliardaires chez milliardaires, aujourd'hui ont perdu beaucoup d'argent. On ne va pas les plaindre, ils en ont encore beaucoup. Mais pourquoi ? Et c'est ça le problème. Moi, je me fous de la gauche et de la droite. Je veux savoir la vraie question. Est-ce que vous êtes prêt à brader n'importe quoi, n'importe quelle frontière, n'importe quelle identité, n'importe quelle personnalité aux yeux de cette mondialisation heureuse. Vous savez, cher à Alain Minc, on a vu ce que donne la mondialisation heureuse, les lendemains qui les chantent. Donc moi, personnellement, très sincèrement, je pense que j'ai pas du tout dévié d'un iota par rapport à mes années, à mes 20 ans et tout ça. Je pense toujours qu'aujourd'hui, il faut savoir de quel côté on est. Et de quel côté on est chez des gens qui n'ont pas la parole, qui sont invisibilisés, qu'ils soient connus ou pas connus. Et c'est ce que j'essaie de faire chez Sud Radio, chez vous à Toxin. C'est qu'est-ce que c'est le plus important ? C'est de faire parler les gens qu'on invisibilise. Pourquoi ? Parce que la doxa régnante ne veut surtout pas qu'on les entende. Des hommes et des femmes qui ont des choses à dire. Et franchement, ça a été moi mon credo, et ça le reste depuis 50 ou 60 ans.
Et votre étiquette d'anarchiste, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est aussi une étiquette qui n'a pas lieu d'être ou alors complètement, elle a lieu d'être. Elle a lieu d'être, mais pas anarchiste au sens théorique du terme, pas anarchiste. Vous savez, moi, il y a un écrivain américain qui a dit une chose qui est vraiment mon credo, c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks au poivre. Voilà. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est ça qui est important. C'est de ne pas se dire... 3 choses. L'hypocrisie, c'est pas possible. Les 2 poids, 2 mesures, les 10 poids, des mesures. C'est-à-dire qu'il y a les bons bourreaux, les mauvais bourreaux. Vous savez, aujourd'hui, c'est le culte. Hein. Il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Alors, on peut parler de cela parce que c'est dans mon camp. Mais alors, les autres, les massacres à côté, que ce soit au Yémen, en Afrique ou ailleurs, les femmes voilées. Ah oui, non, mais les femmes ont la liberté de se voiler. Sauf à Téhéran, où on les massacre et on les tue. Moi, c'est ça que je ne supporte pas. Ces bonnes âmes qui ont l'indignation à géométrie variable. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas et que j'essaie de dénoncer à chaque fois. Eh ben, merci Valentin Schirmer pour ce beau portrait de Monsieur Berkoff. On va passer à la... Monsieur Serkoff. Ah non, mais ici, il est complètement fatigué. Je sens qu'il veut ma mort prochaine. Oui. Mais quand on voit comment il travaille pour vous, c'est très... Franchement, j'ai été témoin de choses dont je ne témoignerai pas. Mais... Monsieur Berkoff est avec nous, avec Valentin Schirmer. On va passer à la revue de presse des Tintins. La revue de presse des Tintins. La revue de presse des Tintins. Et on commence avec vous, Tibétain, pour votre revue de presse. De quoi oui, vous voulez tout à fait. Parler. Eh bien, je voulais parler des manifestations de ce dimanche, parce que oui, dimanche 6 avril se tenait non pas une manifestation, non pas 2 manifestations, mais 3 manifestations et un meeting. Alors moi je savais pas qu'il y avait une règle, dès que la température dépasse 16 degrés et que l'indice UV est de 4 ou plus, on doit faire une manif en fait. Si, c'est inscrit dans la Constitution juste à côté de l'avortement, vous verrez bien, c'est écriture 17, hein, donc vous pouvez pas le rater. Et il y avait donc une manifestation en soutien à Marine Le Pen, après l'annonce de son inéligibilité. Une manifestation contre la manifestation de soutien à Marine Le Pen, celle-là elle était organisée par les écolos. Et enfin, une manifestation organisée contre la manifestation qui manifestait contre la manifestation du RN. Non, je plaisante. Ça, c'était le meeting de Gabriel Attal à Saint-Denis. Bon, lui, il n'était pas dans le délire de contre. Et je mets de côté juste quelques secondes, mais le rassemblement contre les ZFE, où était d'ailleurs présente Toxin, l'égérie de Toxin, Roxane Despalingues, et sa superbe bonnette orange. Donc, je vais pas faire un comparatif des chiffres entre ces rassemblements, tout simplement parce que c'est absolument génial. On trouve du simple au quadruple, c'est-à-dire qu'on a tous les chiffres, on peut trouver tous les chiffres sur internet. Ils étaient 1000 selon la police et 12 février selon les organisateurs. Mais attendez, c'est pas un nombre de personnes ça. Si, on a un mode de calcul différent, monsieur, c'est tout. Bon, donc j'ai quand même fait un petit comparatif et selon des sources officielles de mes yeux, eh bien, j'en ai déduit que c'était le meeting de Gabriel Attal qui avait réuni le moins de monde, avec 1000 participants selon la police et 8000 selon Renaissance. Alors, je vous propose qu'on regarde une petite image, et comme ça, on va se faire notre petit avis. On va compter en direct. Donc là, devant, on va dire, allez, il y a 150 personnes. Voilà, sur le côté, bon, c'est pas très large, pas très large. 200, on va dire 200. 200 devant, mais vous inquiétez pas, elle va tourner la caméra. Voilà, bon, c'est un peu profond. Il y a, allez, 400, 500, 600, 200 sur les côtés. 200, ils font 600 sur les côtés. Il n'y a pas 8000. Non. C'est sûr, il n'y a pas 8000. 3 et 6 qui font 9, je retiens un. Écoutez, j'ai fait quelques stades de 8000 places. Là, clairement, il n'y a pas 8000 personnes. Et la TVA, allez où la TVA? C'est ça, ouais, j'ai pas compté les taxes. Putain, combien de personnes sont là en 2027 aussi? Il y a aussi ça. Oui, parce qu'il faut compter les gens qui sont viables, en fait. Alors, peut-être qu'il y a un buffet derrière et que tout le monde est en train de bouffer les petits fours. Marie-Chantal, puisque je vous dis que c'est l'heure de la photo, mais c'est insupportable. Venez vous prendre en photo, enfin. Bon, attends, j'accélère parce que là, je fais gaffe. Corentin, figurez-vous, le chef du sablier, ne m'a accordé que 3 minutes pour cette chronique. Ah, c'est terrible. 2 minutes selon Corentin, 28 selon Tibétain. Du coup, j'ai décidé de faire un jeu, non pas des 7 différences, mais des 2 différences. Ça va aller plus vite. Alors, est-ce qu'en plateau et dans le chat, vous êtes prêts à jouer? Ouais, allez, c'est parti. Allez, on joue. Donc, le jeu des différences, ce sera entre la manifestation du Rassemblement National et sa contre-manifestation by les écolos. Alors, attention, c'est parti. Première vidéo. Donc là, vous avez deviné, c'est la manifestation de soutien à Marine Le Pen. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, dans le jeu des 7 différences, qu'est-ce que vous voyez? On remarque qu'il fait beau, déjà. Mais parmi les gens, tout ça, qu'est-ce que vous voyez? Ouais, des drapeaux français. Des drapeaux français, ouais. Les gens en costume. Voilà, d'accord, très bien. Donc, retenez bien ces images. Et maintenant, on regarde la manifestation contre Marine Le Pen. Alors, quelle est la différence? Des drapeaux français. Des drapeaux, des drapeaux français, des gens en costume. Et vous êtes daltonien, Valentin, ouais, non, c'est ça, ouais. Allez, je mets un petit... Comme je suis citoyen du monde, pour moi, j'ai tous les drapeaux. Ah,
Bah attends, c'est marrant ça. Alors là, moi je vois pas tant de différence. Non, il y a pas beaucoup de différence. Mais figurez-vous, là, je m'interroge. Donc j'aimerais qu'en régie, on me mette la photo du penseur de Rodin. Alors je suis con, c'est moi la régie, donc faut tout faire ici soi-même. Là, c'est que je me dis, attendez, c'est une manifestation contre l'extrême droite. Il y a un drapeau palestinien. Bon là, j'ai pas totalement saisi le rapport, pourquoi pas. Le lien est pas évident. Oui. Surtout, je me souviens moi de la polémique avec le youtubeur Thibaut InShape à propos du drapeau français dans sa salle de sport. Est-ce que vous vous en souvenez de cette polémique ? Oui. Est-ce que vous pouvez la résumer, vous les journalistes ? Vous vous souvenez de cette polémique ? Pas du tout. Alors, bon, je la résume. En gros, en août 2022, Thibaut InShape avait accroché un drapeau tricolore dans sa salle de sport et il avait été accusé par certains internautes de promouvoir des idées d'extrême droite. Et en réponse, Thibaut InShape avait défendu son geste en déclarant que l'amour du drapeau français n'était pas synonyme de racisme. Ouais, parce qu'il faut le préciser, hein, c'est important. Et il y avait notamment eu cette réaction absolument phénoménale de Camille et Justine. Elles avaient publié ceci, on les écoute. Si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho. Il n'y a pas de débat. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de mettre un drapeau de la France. Mais non, mais là il y en a qui vont te répondre, on peut quand même être patriote. Oui, mais c'est pour ça que c'est le cumul. Mais c'est vraiment le cumul de tout. C'est même pas que ça. Mais non, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un argument qu'utilisent les fachos dans l'autre sens, qu'il est patriote. Mais on devrait être fiers de notre drapeau. Bah non, on devrait être fiers de notre drapeau comme si c'était possible. Non mais enfin, c'est un signe de reconnaissance entre fachos. Il n'y a pas de débat. Alors bon, vous allez peut-être me dire, oui, Tibétain, t'abuses, ce sont des influenceurs isolés. Très bien, très bien. Alors écoutons une représentante politique qui est créditée de 3 à 6% d'intention de vote dans les prochaines présidentielles. Il s'agit de Marine Tondelier, on l'écoute. L'affaire du meurtre de Jamel Benjala qui est à Dunkerque et qui a été assassiné par le chef dans le Nord des Brigades Patriotes du Nord, qui est un groupe fasciste, un groupe Telegram avec beaucoup d'inscrits. Chez lui a été retrouvé une vingtaine d'armes, dans son coffre une arme chargée, une machette, des drapeaux de la France, des drapeaux de la France, des drapeaux de la France et il a assassiné donc. Ah oui, non mais alors les drapeaux de la France. Eh oui, avec des drapeaux de la France. Donc je résume. Ça va vite, hein. Je résume. Le drapeau de notre pays, c'est un signe 1. de reconnaissance entre fachos. 2. Un élément aggravant pour un criminel, au même titre qu'une arme chargée, qu'une machette. Voilà, c'est au même niveau. En gros, le drapeau tricolore, c'est une arme catégorie 1 pour Marine Tondelier, si vous voulez. Posez le drapeau, monsieur, et levez les mains en l'air. Il n'est pas chargé, il n'est pas chargé. Rassurez-vous, monsieur le commissaire, c'était un drapeau blanc. Ok, on a donc rien à craindre. Un drapeau en blanc. Bon, conclusion. Drapeau France, pas bien. Drapeau d'un autre pays, bien. Celui de la Palestine, en l'occurrence, c'est top. Et quand bien même dans ce pays il se passe des folies, ça paraît quand même assez intéressant ce raisonnement par rapport au drapeau. Donc j'en profite qu'André Berkoff, qui en a vu d'autres, soit avec nous pour qu'il nous explique comment on peut tenir ce raisonnement. Oui, c'est très rigolo, c'est ce que Thibaut a fait. Mais franchement, c'est très grave aussi. Et ce qui est grave là-dedans, au-delà de l'anecdote et au-delà de ce que disent ces deux rachidiques du bulbe, là, les petits, là. C'est vraiment, les influenceuses. Il y a le dernier neurone qui se bat avec l'avant-dernier, mais c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son bas, là, sa chaussette devant, là. C'était très bien, oui. En fait, sa chaussette était dans la tête, elle l'a dégagée, là, pour se tondre un peu. Non, vraiment quelque chose, quand on en arrive, alors qu'on voit tous les pays du monde qui exhibent, et la plupart, leurs drapeaux, en Amérique, vous allez en Amérique, vous avez un drapeau américain à chaque maison, devant chaque maison, etc. Et quand en France, si vous osez poser un drapeau sur votre balcon, vous êtes traité à la droite d'Adolf Hitler, je crois qu'il y a quelque chose qui me paraît vraiment... Sérieux, c'est quoi? Cette espèce de masochisme de repentance, cette espèce de culpabilité permanente, cette espèce de dire, la France, ça n'existe pas. Non, les autres pays, ça existe, les autres pays, c'est formidable, qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient identitaires, qu'ils soient indépendants, c'est parfait, sauf chez nous. Alors chez nous, c'est évidemment un brevet de fascisme hittéro, etc., la réduction à l'hitlérisme qu'on connaît. Mais je crois qu'on a envie d'en rire, et c'est vrai qu'on a envie d'en rire, et on en rit. Mais de peur d'être obligé d'en pleurer, parce que franchement, ça traduit quoi? Ça traduit, est-ce qu'on a envie de faire de ce pays une maison de passe? Est-ce qu'on a envie d'être un open bar où n'importe qui pourrait venir, etc. Il y a un problème. Je crois que quelqu'un, on l'aime ou on l'aime pas. Elon Musk disait, vous savez, un pays, ce n'est pas seulement une géographie, c'est un peuple. Si vous laissez effectivement 500 000 personnes, 5 000, on est 8 milliards sur cette terre. Il y a 2 milliards qui vont se mettre là, sauf que ça change complètement la physionomie de ce qu'on est. Alors il faut savoir, moi je suis totalement pour tous les peuples, que chacun vive à sa manière, etc. Mais si je suis l'héritier d'une civilisation, de mœurs, d'une indépendance, d'une manière de vivre, moi j'ai envie de vivre avec mon vin, mon boursin
etc. Voilà. On n'avait pas remarqué ça. Hein, On n'avait pas remarqué. vous avez remarqué, oui, exactement. Je veux dire, cet aspect, la culture, quand je voyais... Mais vous comprenez que ça commence comment? Quand vous avez un chef d'État qui dit il n'y a pas de culture française, le chef de l'État français qui dit il n'y a pas de culture française, il y a vraiment un problème. Moi, je voulais savoir ce qu'il a dans sa tête. Il n'y a plus de sentiment d'appartenance. Oui. Donc, c'est ça le problème. Et je crois que c'est très grave. Et vous savez qu'un jour, dans une manifestation, je pense que Thibault n'a pas dû avoir l'image, ou en tout cas, on ne peut pas tout avoir en même temps. C'est qu'il y avait une manifestation, je crois que c'était à Lyon, il y avait une femme qui avait un drapeau français, la police lui a enlevé le drapeau en disant « Attention, trouble à l'ordre public oui. ». Trouble à l'ordre public en France. Donc il y a un vrai problème, et tant qu'on sera dans le côté « Attention les gars, moi je ne suis rien, vous savez, vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez rien, je suis avec mes petites marches blanches, mes petits bijoux, mes petites fleurs, et imagine de John Lennon ». Eh ben, je ne sais pas si on va avancer avec ça. Là, on sent le Libanais, enfin l'origine libanaise qui parle quand même. On sent que l'expérience du Liban vous a forgé. L'expérience du Liban, honnêtement, qui a envie que les communautés... Vous savez, moi j'ai connu le Liban fabuleux. Moi, c'est mon pays de cœur. Je l'ai vu comment dirais-je, en multiculturalisme et coexistence extraordinaire dans les années 60-70 et s'exploser en communautarisme total et sanglant dans les années de 70 à 95. Pourquoi ? Parce que les signes positifs se sont transformés en signes négatifs, parce que il y a toujours des gens pour attiser la haine communautaire. Et il faut savoir, vous savez, c'est pas par hasard qu'on parle de la France archipélisée, c'est pas par hasard qu'un Gérard Collomb, paix à son âme, ancien maire de Lyon, disait on était côte à côte, maintenant on est face à face, etc., etc. Il faut savoir, si la France doit devenir une espèce de... Regardez ce qui se passe en Angleterre, hein, il n'y a pas qu'en France. Si on veut attiser cela, il y a un problème de masse critique. Bien sûr qu'il faut accueillir des étrangers, et Dieu sait si on les accueille, et on les accueille bien. Mais jusqu'à quel point au moment... Et vraiment, c'est un problème où vous changez de peuple. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut, le changement de peuple ? Ben, il faut savoir à quel prix. Et puis justement, ce drapeau français peut être une bannière qui rassemble tout le monde en fonction de... Enfin, sans différence de... Pourquoi vous leur voulez au drapeau français ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème moi, je veux que le drapeau français soit cet étendard de rassemblement. C'est dommage, cette émission dérape dès le premier épisode. On parle de drapeau français, on parle de baguettes, de vin rouge. Pardon, moi je pensais vraiment venir pour vanter le progrès et pour vanter la post-société. Non, mais et je tombe sur un vieux... Pardon, j'adore, vous êtes le dernier Je vais gauchiste. commencer à m'énerver. Mais oui, attendez, si j'avais été sur les barricades en 68, je toucherais peut-être une meilleure retraite dans 60 ans. Si vous avez été sur les barricades, vous auriez un coup de pavé dans la gueule et vous ne seriez pas là. Donc, considérez-vous comme heureux, là. Vous n'étiez pas sur les barricades en 68 ? Si, comme tout le monde, bien sûr. C'était sur les barricades, on s'envoyait des trucs et simplement on draguait les filles après, on s'amusait beaucoup. Vous étiez plus sur la drague de filles, alors. La drague de filles, alors. C'était plus ce qui vous a marqué de l'époque. Oh, les deux. Non, ce qui m'a marqué de l'époque, c'était la fête. Ce qu'on oublie complètement de dire, que mai 68, il y avait les gauchos, les trotskos, tout ce que vous voulez, etc. Et puis il y avait l'autre côté, les Occidents, les Guts, tout ça, ça se bagarrait. C'est rien. Vous savez, quand De Gaulle a sifflé à la fin de récréation parce que la CGT voulait une chose, les augmentations de salaire, et quand les étudiants sont venus dire la classe populaire, allez, vous allez prendre le fragile anténat de la révolution, et la classe ouvrière a dit attendez, nous on veut partir en vacances et que le salaire augmente. Voilà. Et puis ils l'ont eu, et puis c'était fini. Mais c'était extraordinaire, vous savez quoi, on se parlait. Ce qui était formidable, c'était des grandes vacances. On a eu 2 mois de grandes vacances, c'est au bon sens du terme. On se parlait partout, on se réunissait, et c'était le vrai problème. Et vous savez, on a eu ça 50 ans après avec les Gilets jaunes. Dites-vous bien qu'avec toutes les différences, que 1968 et 2018 avaient beaucoup plus de points communs qu'on ne peut croire dans les rassemblements. Donc dans les points communs, il y avait le fait que ça rassemblait de toutes les classes populaires. Ça rassemblait des gens de toutes parts, de tous genres, de toutes catégories, etc. Et des gens qui disaient attendez, il y a des choses qui vont pas. Alors il y avait les bourgeois, il n'y avait pas de problème d'argent pour les bourgeois. En revanche, il y avait le peuple avec qui les problèmes d'argent, on les connaît. Mais ils disaient écoutez, ça ne va pas, on se sent pas bien. Et aujourd'hui, le problème, c'est que comme il n'y a pas de direction, où est-ce qu'on habite ? Où sont les repères ? Il n'y a pas de repères. Alors on se débrouille, chacun dit, bon écoutez, moi je m'en fous, je vais me débrouiller. Mais
Retenez jamais cette légende berkoffienne extrêmement importante. C'est que quand on fait l'autruche, quand on met sa tête dans le sable, et qu'on dit, moi, je veux rien voir, moi, il y a ma famille, mes copains, le reste, j'en ai rien à faire. Sauf qu'une autre partie de votre anatomie est ouverte à tout vent, et quand le choc arrive, ça fait mal. Eh ben oui, il fallait laisser la tête hors du sable. Voilà. C'est une morale lafontainienne. Et on en revient donc à Gabriel Attal, et donc Thibaut, on boucle la boucle avec Gabriel Attal. Votre apparentement, je vous le laisse, mon cher Valentin. Voilà, on condamne évidemment les propos de Valentin Schirmer. Merci Tibétain. On est passé du drapeau français à mai 68, comme souvent. Voilà, on divague, mais on va passer à la chronique de Valentin. Vous vouliez nous parler de quoi aujourd'hui? Alors moi, je voulais causer un peu ZFE. Vous savez que Tocsin était l'un des premiers médias à couvrir la manifestation, et face à la grogne populaire qui explose sur ce sujet, le gouvernement il s'est dit tiens, je vais envoyer la meilleure sur les plateaux télé pour démonter les horribles mensonges des populo-démagos et remettre l'église au milieu du village. J'ai nommé Agnès Pannier-Nununaché. Allez, c'est cadeau. Il y a aujourd'hui que l'agglomération de Lyon et que l'agglomération de Paris qui font l'objet de restrictions de circulation de par la loi pour les voitures critère 3, c'est-à-dire que ça concerne 650 000 véhicules. Ça ne concerne pas les millions qui ont été envoyés comme ça à la face des Français. Et je comprends que ça les inquiète. Mais parce que vous considérez que les 600 000 véhicules, c'est les 600 000 véhicules des personnes qui habitent à Lyon ou à Paris. Vous ne prenez pas en considération les voitures des habitants des autres villes qui éventuellement pourraient venir à Paris ou à Lyon. Alors, je précise une chose. C'est là qu'on arrive à des millions de voitures. Je précise une chose, c'est que quand vous traversez parce que vous allez voir votre fille ou vous allez faire du tourisme, vous avez le droit de circuler avec votre voiture, quand bien même elle serait critère 3. Merci. Bon, 45 secondes de mensonges. C'est pas encore au niveau de Gabriel Attal, mais ça joue le maintien en Ligue 1. Premièrement, il y a bien 25 métropoles touchées par les ZFE. Simplement, l'obligation de sanctionner par les policiers n'est pas encore entrée en vigueur, mais la loi est bien en place. Et deuxièmement, les habitants de banlieue sont bien concernés. Alors peut-être pas pour aller voir grand-mère, mais au moins pour ceux qui travaillent tout simplement en métropole et qui doivent s'y rendre la journée. Là, faudra raquer, mais rassurez-vous parce que le gouvernement a tout prévu, et notamment pour les plus démunis. Écoutez. Sociaux, les habitants des logements sociaux. Ce sont aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Voilà. Tout simplement. C'est réglé. Donc, ils ne font pas partie du problème. C'est génial. Pour un gouvernement anti-russe, ça fait très soviétique quand même. Et vous faites quoi contre la pauvreté? Nous n'avons pas pauvreté. Niveau connexion, élite citoyen, il y a encore un peu de progrès à faire, n'est-ce pas André Berkoff? Alors là, écoutez, c'est une des phrases qui restera comme l'appel du général de Gaulle et autres. Vraiment, Agnès Pannier-Runacher, là, atteint les sommets. Oui, c'est vrai, quoi. Si vous êtes pauvre, vous n'avez pas de voiture. Alors si vous êtes pauvre, vous n'êtes pas déplacé. Attendez la charité, attendez le RSA, et puis taisez-vous. Voilà. Non, mais c'est formidable que quelqu'un puisse à un moment donné, ministre, direz-moi, vous savez que les riches n'ont pas de voiture, donc on ne se pose pas. C'est formidable, ça traduit extraordinaire, soit un décollage rétinien ou un décollage neuronal qui arrive à des degrés vraiment zoologiques, soit elle ne sait absolument pas ce qui se passe dans ce pays. C'est formidable quand même arriver à ce stade. Ah oui, mais bon, les pauvres, de quoi vous parlez, les gueux, comme disait l'autre. Non mais c'est formidable. C'est très bien que les pauvres n'ont pas de voiture. C'est très bien que les vieux. Mais alors, est-ce qu'elle dit ça spontanément? D'ailleurs, il voulait rouler au pain qu'il roule à la brioche. C'est ça. C'est ça. Non, mais ils sont plus occupés à nettoyer le crottin de leurs chevaux que oui, mettre de l'essence. Oui. Est-ce qu'elle dit ça spontanément ou est-ce que c'est une fiche faite par McKinsey qui Non, dire ça c'est spontané. C'est McKinsey quand même, est plus sophistiqué que ça. Là, vous insultez McKinsey. Écoutez, c'est pas mon genre pourtant. Quand elle fait des traits d'esprit, laissez-les lui quand même. Elle en fait oui, s'il vous plaît. C'est intéressant. Tibétain. Mais déjà, elle avait défendu la magie des lignes de production à l'époque. Sur l'industrie. Et oui. Là maintenant, ils n'ont plus le droit d'avoir des voitures, mais avant, ils avaient le droit d'être sur la magie. Vous n'avez pas le sonore, Thibaut. Écoutez, quand vous allez en ligne, vous travaillez vous voulez mais vous avez une super imitation d'Agnès Pannier-Runacher. Pourquoi on dit d'ailleurs con comme un panier? C'est vrai, ça vient, c'est de la famille. C'est de la famille. Pannier-Runacher, Michel Rolez, mais Non, mais c'est est-ce que vous pouvez nous refaire votre chronique avec Alexandre Jardin, la voix d'Alexandre Jardin? Oui, bon alors Agnès, allez. Là, vous me prenez à froid, mais Agnès, elle est pas républicaine. Vous savez, la ZFE, c'est des gens qui sont exclus finalement. Et il n'y a pas d'amour. Et Madame Runacher, elle a beau parler comme ça de République, elle n'est pas amoureuse. Et le peuple comme ça qui la voit, c'est des gueux. Les gueux. Le maire il est venu me voir, le maire des gueux, il m'a dit j'ai une voiture de gueux.
Et ben c'est exactement ça. On En tout essaie. cas, on le salue si monsieur Jardin nous écoute. Vous avez retrouvé le sonore, Alors, j'ai j'ai l'impression. le sonore. Écoutons. Alors, je vous le fais en direct. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Voilà, c'est pour la magie. C'est pour la magie. Oui. Oh la Et vache. j'avais montré, parce que mon père a le malheur de travailler dans l'industrie en France, je lui avais montré la vidéo parce qu'en plus elle explique que ce qui est la magie, ce qui justifie la magie, parce qu'elle balance pas ça en l'air, elle réfléchit quand même, c'est le fait que dans une ligne de production, les ouvriers qualifiés et les stagiaires sont au même niveau. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait pour elle, c'est dégueu, enfin c'est des gens qui n'ont pas de voiture, on revient au même truc. C'est-à-dire que du stagiaire à l'ouvrier qualifié, il n'y a pas de différence, ce sont des pauvres gueux qui savent pas, qui manipulent des boulons, on sait pas trop pourquoi, et qui consomment beaucoup trop de CO2 pour ces gens-là. Oui, cela dit, il faut quand même dire une chose, franchement, pour Agnès Pannier-Runacher, elle pense aussi à la santé des Français. Oui. Les pauvres n'ont qu'à aller à pied. Et tout à fait. Ben oui, il faut comme ça, ils vont un peu d'exercice un physique. peu d'exercice physique, fera bien. Allez Eux à qui pied, ne vous mangent avez que des 50 chips kilomètres à dans pied, leur qu'est-ce que canapé. c'est Mais bien sûr. Enfin bon. Merci Yael. Allez, moi je vais vous parler d'une autre femme qu'on aime particulièrement sur Toxin, c'est Ursula von der Leyen. Figurez-vous, alors vous le savez, Trump a augmenté ses tarifs douaniers sur 180 pays, et parmi les pays, il y a évidemment des pays de l'Union européenne. Parmi ces pays, il y a l'Allemagne. Alors l'Allemagne, qui a sa grosse industrie automobile qui a besoin de se déverser sur le marché américain. Du côté de la France, les produits qui vont être taxés, là où il va y avoir un problème, c'est plutôt sur le spiritueux ou le luxe. Et donc, chaque pays de l'UE va être touché en fonction de sa spécialité. Et Ursula von der Leyen a donc décidé de défendre tous les pays, évidemment, de l'Union européenne. C'est ça, l'Union européenne, tous sans exception. Alors, évidemment, c'est faux, vous allez voir. Quel secteur Ursula von der Leyen est prête à défendre au nom de l'Union européenne? Nous avons également parlé de l'impact des droits de douane américaines qui touchent en premier lieu les consommateurs et les entreprises. En même temps, ces droits de douane ont un impact massif sur l'économie mondiale et les premières touchés sont les pays en voie de développement. Il s'agit d'un tournant majeur pour les États-Unis. Néanmoins, nous sommes prêts à négocier avec les États-Unis. Nous avons d'ailleurs proposé des droits de douane de 0 à 0 pour les biens industriels, comme nous l'avons fait avec d'autres partenaires dans le passé. Voilà, donc nous sommes prêts à négocier des droits de douane de 0 à 0 avec les biens industriels pour sauver les intérêts de l'Allemagne, de l'Union européenne. Excusez-moi, ma langue a fourché, de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de l'Union européenne, André Berkoff? Est-ce vraiment une décision pro-UE? Écoutez, je vous rappelle que 48 heures plus tôt, Ursula von der Leyen sonnait la résistance. Oui, il n'est pas question de se laisser faire par ces salauds de Trumpistes. Nous allons répliquer, etc. Et puis, elle s'est trouvée fort dépourvue quand la bise de la réalité fut venue. Elle se dit, oui, mais d'accord, mais on va négocier quoi? À partir du moment où on a envoyé toute une industrie en Chine et ailleurs, à partir du moment où nos multinationales payent leurs impôts en Irlande et que nous, on reçoit rien, à partir du moment où on lui a montré à cette chère Ursula la réalité, mais tout occupé à faire des SMS à Albert Bourla, le PDG de Pfizer, qui l'occupait tout le temps 47 milliards de dollars, dont on n'a toujours pas la source héritable où c'est passé. Vous devenez tout rouge, André, là, faites attention. Non, mais c'est formidable, les contrats, on les connaît pas. Hein, bon. Donc, Ursula von der Leyen, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est que le début. On voit très bien où Trump est en train de casser la baraque et pourquoi il la casse. Toujours pour le bien de l'Amérique, faut le dire. Enfin, soyons clairs, il a été élu pour ça, donc lui, il se bat pour ça. Mais nous, c'est extraordinaire, mais nous, où y sont-nous? Attention, on est déjà sur le front russe. Avant d'avoir les emprunts russes, hein, nous, c'est ça. Starmer, il est déjà sur la ligne Siegfried ou la ligne Poutine. Je veux dire, on est en train de faire de formidable. On est attention, hein, Poutine. Et on va voir, tu vas pas t'en sortir comme ça, pauvre russe à la con. Et en même temps, alors c'est extraordinaire, c'est qu'avec l'Algérie, on envoie notre ministre des Affaires étrangères, il va là-bas, ça s'est normalisé. Qu'est-ce qui a normalisé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non. L'Algérie dit, écoute, on va continuer comme ça, au QTF, on va en prendre 6, etc. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez, et le fond du problème, c'est que vous avez des dirigeants qui vivent dans un narratif à eux, dans une véritable histoire montée à eux, et le réel, on n'en a rien à foutre de réel.
On n'en a rien à faire du réel. Ça n'existe pas le réel. C'est notre perception de réel qui existe. Et vous avez intérêt, petit peuple de gueux, au lieu de demander que la fin des ZFE, vous avez qu'à devenir zone fortifiée d'imbécilité. Les ZFI. Voilà. C'est ça que nous allons vous donner de façon homéopathique. J'aimerais faire un parallèle avec l'histoire parce que c'est là ça peut être intéressant. Ce côté, d'abord on montre les muscles et puis ensuite on se rend compte que la réalité nous dépasse. Il y a un côté Paul Reynaud, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts en 1939. Je trouve que c'est aussi ce front populaire de 36 qui a désarmé la France. Alors la France se désarmait avant, mais en tout cas qui a participé, qui a tenu ce discours-là, et puis qui, dès que l'Allemagne a commencé à envahir la Pologne, s'est retourné dans le bellicisme, alors que tout était fini du point de vue des capacités de défense. Et puis ça finit, alors que, comme le dit un chapitre d'un livre très politiquement correct qui est Les décombres de Lucien Rebattet, ça finit avec les armées de la Dordogne. C'est-à-dire finalement le désarmement et puis la honte, mais toujours en voulant garder cette face aux yeux de je ne sais qui. Oui, après il y a eu effectivement le masochisme, Pétain, nous avons ces mensonges qu'ils ont fait tant de mal. Mais le problème, c'est la ligne Maginot. On est dans la ligne Maginot aujourd'hui. Voilà, c'est la ligne Maginot, elle s'appelle la ligne Poutino, je ne sais pas quoi, voilà. Et on est là-dedans. Et c'est extraordinaire parce que, sans qu'on dise que l'histoire se répète, on trouve des boucs émissaires. Les boucs émissaires, c'est évidemment les réseaux sociaux, c'est les radios alternatives, les émissions alternatives, comme la vôtre, bande de sulfureux. D'ailleurs, j'ai convoqué la police qui attend au pied de l'immeuble pour vous faire taire. Ça suffit comme ça, comme a dit Thierry Breton, il est temps de réguler les réseaux sociaux. Et vous êtes là pour nous réguler alors, André Berkoff. Absolument. Et je n'ai pas lu autre chose qui finit par guler. Vous savez, j'ai été poli. Pourtant, vous avez du vocabulaire. Bah écoutez, merci, c'était les coups de gueule des chroniqueurs. Et puis on va parler des coups de gueule de notre invité, André Berkoff. Corentin Perini, Valentin Schirmer, l'émission des Tintins. Alors, André Berkoff, quand on vous a proposé un coup de gueule, vous avez dit j'ai pas un coup de gueule, j'ai 3 coups de gueule. Mais en fait, vous pourriez en avoir... Vous en avez un par phrase. Vous en avez un par phrase, finalement. Et ces 3 coups de gueule ne font qu'un. Et ces 3 coups de gueule ne font qu'un. Vous vouliez nous parler donc de cette école et là franchement, on n'a pas très envie de rigoler, mais enfin, c'est... Trois choses qui sont passées dans les dernières semaines, même pas, il y a quelques jours. Donc, je rappelle dans le désordre, une école à Saint-Ouen et se situe tout près d'un point de deal. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On est en France en 2025. 12 France, cher pays de mon enfance. Précisez, on est en République, en démocratie, dans les droits de l'homme. Avec un État, une État-autorité, avec l'autorité, etc. Eh bien, on décide, les parents décident, etc., que l'école va être transplantée. Et non pas les 15 personnes du point de deal, les gars de la narine et les gars de la ligne juste. Non. Eux, ils restent. On est en France. Eux, ils ont le droit de rester. C'est chez eux. L'école, les parents, les enfants, ils sont plus là. Deuxième exemple, je crois que c'était en Seine-Saint-Denis, donc c'était police municipale. Cité de Franc-Moisin. Voilà, cité de Framoisin, parfait. Donc on a vu ces images, et tout le monde a vu ces images, ou presque, si vous ne les voyez pas, allez sur les réseaux sociaux, vous les verrez. Eh bien, il y a une bande de 20 personnes, toujours le narcotrafic ou autre, qui poursuivent en les caillassant 2 voitures de police municipale. Obligés de partir parce qu'ils se font vraiment caillasser. L'un fait une embardée pour toucher l'un des manifestants, il ne le touche pas. Et c'est la police qui est poursuivie. C'est eux parce que, attention, ils ont fait une embardée, ils ont essayé de blesser quelqu'un. C'est la police. Deuxième chose, donc, attention, la police municipale, ils n'ont qu'à partir. Et puis enfin, le professeur, vous savez, à Lyon, qui s'est fait effectivement traiter de tous les noms parce qu'il a demandé que le jeûne du Ramadan ne soit pas observé à l'université. Il s'est fait... Pardon ? Le professeur Balanche. Voilà, Balanche. Il s'est fait traiter de nazi, de salaud, et il s'est fait virer au sein de l'université, dans son cours, par une poignée de gens cagoulés. On va regarder les images. Ouais. D'accord. Bon, il est en train de faire ses affaires, je pense qu'il a très bien compris qu'il ne pourrait pas argumenter, mais c'est pas la seule chose. Donc là, il s'en va. Ce monsieur est pro-Assad. Vous allez voir il va essayer de partir. Malheureusement, non, on n'a pas fini. C'est pas fini. Forcé. Voilà, et ça c'était à l'université de Lyon 2. Lyon 2.
Voilà, alors est-ce que peut dire que c'est Balanche ton porc? On aurait aimé. Honnêtement, j'ai même pas envie, Valentin, de faire un jeu de mots là-dessus pour une raison très simple. Non, mais parce que, imaginez-vous que ça commence par les professeurs, et je vais pas citer Samuel Paty, je vais pas citer Dominique Bernard, mais ça commence par quoi? À partir du moment où il y a des choses que ça se passe, ça s'appelle du fascisme. Et là, je ne fais pas des jeux de ça, pas du ça s'appelle le totalitarisme, qu'il soit chinois, qu'il soit français, qu'il soit allemand, etc., qui consiste à dire quelqu'un, vous n'avez plus le droit de parler. Et vous n'avez plus le droit d'exister. Les petits-enfants de l'école de Saint-Ouen, écoutez, nous, on s'en fout. On a notre point de deal, comme il y en a dans 1400 endroits en France, il faut le dire, hein, les territoires perdus de la République, mais pas perdus pour tout le monde et conquis par d'autres. Et puis, troisièmement, encore une fois, ces policiers. Donc, moi, je propose, puisqu'on en est là, puisqu'on veut montrer, donc nous, la police, elle n'a plus qu'à rester dans le commissariat. Franchement, c'est vrai, on est plus tranquille. Qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder à aller chercher ailleurs? On reste dans les commissariats. Les profs, ils restent chez eux. Les enfants, ils restent dans leur famille. Et comme ça, et on va les faire garder par je ne sais pas qui. Donc, tout va bien. Et en attendant, nous, on va montrer qu'on est très ferme contre Poutine, qu'on est très ferme contre Trump. Et puis le reste, écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Ça s'appelle quoi? Effectivement, je l'ai dit, chez Ardisson, il y a 20 ans, hiberner dans un préservatif. C'est vraiment ça. Et puis c'est le recul de l'autorité aussi, d'une manière générale. C'est la disparition de l'autorité. Ouais. C'est la disparition de l'autorité, parce que quand, à ce niveau-là, c'est pas une armée qui est là, hein, c'est pas 400 000 personnes qui sont là en insurrection, c'est pas les jacqueries, c'est pas le peuple. Quand vous n'êtes pas capable de dealer, de gérer des situations pareilles, quand les gens qui sont venus à l'université, qu'est-ce qu'il y a eu après? J'aimerais savoir. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Est-ce que ça a été poursuivi? La police municipale, est-ce qu'elle a été appuyée? Est-ce que l'école, et on a dit, on va détruire tout de suite ces points de deal? Tout de suite. Non, on les répartit, on fait ça. Écoutez, on peut rien faire parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Pas de vague. Quand vous arrivez à ce qu'une autorité, à ce qu'un pays comme la France, qui est quand même pas Andorre, excusez-moi, j'ai rien contre Andorre ou le Liechtenstein, mais c'est pas vraiment ça. Quand ils sont incapables de vraiment de régler ce genre de problème, de quoi on parle? Valentin Schirmer. Non, mais simplement pour rappeler qu'il y a quelques années à Lyon, alors c'était pas Lyon 2, je crois que c'était Lyon 3, il y avait un certain Bernard Lugan qui enseignait, j'ai pas l'impression que lui se faisait virer quand même à ce niveau-là. Alors les élèves étaient pas les mêmes non plus, mais on peut aussi questionner, je parle pas du tout de Fabrice Balanche, mais je parle du cas des professeurs des universités en général, leur côté aujourd'hui à être totalement finalement dans cette inversion du rapport de l'autorité où les élèves sont magnifiques, les étudiants sont magnifiques, et finalement il faut plutôt laisser l'étudiant se construire en tant que tel et pas lui imposer d'autres choses, et ça amène aussi à des situations comme ça où finalement il y a plus de limite, quoi. On peut renverser. Mais c'est vrai, Valentin, je vais vous dire, il y a pire que les semeurs de haine, c'est les fabricants d'excuses. Et on se demande si un certain nombre de gens ne sont pas dans ce côté en disant, écoutez, non, mais il faut comprendre. Et il faut regarder aussi le reportage de l'université d'Evergreen, où justement les professeurs ne peuvent plus dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur donc des élèves qui ont un poids. Ils se font même arrêter quand ils font des tweets en Angleterre. Hein. Vous faites des tweets de protection, vous faites arrêter par la police. Là, en Angleterre, ils sont déjà en avance. Et là, il y a de l'autorité pour le coup. Comme en Allemagne, sur les soutiens de l'AfD. Hein. Il y a des vidéos de policiers qui perquisitionnent à 6h du matin des ordinateurs de partisans de l'AfD. Il y a eu de l'autorité pour les gilets jaunes, il y a eu de l'autorité pour le Covid, il y a de l'autorité quand il y a une menace russe sur la France. Ça, les énucléations des gilets jaunes, les éborgnements, etc., il n'y a pas de problème. Effectivement, les non-vaccinés ou le Covid, ça, il n'y a pas de problème, on y va. Mais là, quand il y a Bordeaux ou autre, ça, il n'y a pas de problème non plus. Il y a l'Arcom qui a de l'autorité aussi pour censurer André Berkoff, par exemple. Non, pour le moment, ça a été avertissement. Ah oui, avertissement. Bon. Ça arrivera peut-être. Vous avez l'air d'avoir retenu la leçon, en tout cas. Ça a l'air de vous faire peur. Non, je me suis pas retenu. Vous êtes un élève sérieux. La preuve, on a continué à recevoir Renaud Camus. Comme quoi, les avertissements, quand même, ça sert pas à grand-chose. Allez, on va donner la parole à nos auditeurs. Je vous invite toujours à mettre des pouces, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner, enfin tout ce que vous pouvez faire pour soutenir Toxin. Hein. C'est bien ça, Valentin, le texte. Je crois, oui. Puis donner de l'argent, donner tout votre argent. Voilà, donnez votre argent. Mieux que vous. Voilà, là, je sens que Macron fait des émules. Voilà, exactement. Merci, et puis on va passer à la parole aux auditeurs. L'émission des Tintins, la parole aux auditeurs.
Alors, vous pouvez nous envoyer vos questions par mail à contact@toxin-media.com. Alors, il y a 4 personnes qui nous ont envoyé des questions de nos auditeurs pour André Berkoff. Alors, on va commencer avec la première de Thomas qui va nous présenter son coup de gueule de la semaine. Salut André, j'espère que tu vas bien. Alors pour moi l'info du week-end n'était pas le meeting de Marine Le Pen ni le rassemblement des gauchistes contre les méchants nazis d'extrême droite, mais plutôt l'officialisation officieuse de l'aventure de Gabriel Attal pour 2027. Donc sachant que Édouard Philippe a d'ores et déjà déclaré sa candidature, selon toi, est-ce que tu penses que 2 candidatures centristes pourraient tout simplement les priver de second tour? Voilà, je te remercie et je te souhaite une bonne émission. Merci Thomas. Je trouve que tu es modeste dans tes chiffrages. Tu parles d'Gabriel Attal, certes. Tu parles d'Édouard Philippe, mais dans le marécage centriste, ils vont être une dizaine de petits crocodiles à se présenter. Ce n'est qu'un début. C'est dans 2 ans, 2027. Ce n'est qu'un début. Et ce qui est rigolo, c'est que... Enfin, rigolo. Encore une fois, rigolo et vraiment matière à lamentation. Quand on pense tous les problèmes qui nous occupent, chômage, pouvoir d'achat, désindustrialisation, problème des tarifs douaniers, enfin, on pourrait passer l'heure là-dessus. Et que la seule chose qui intéresse ces braves gens, c'est 2027. Est-ce que je vais y penser à me rasant pour une femme? Est-ce que je vais y penser à me lavant? Il y a des femmes qui se rasent, André, quand même. Pardon? Il y a des femmes qui se rasent. Non, non. Je refuse cette misogynie primaire, Valentin. Vraiment, non. Je pense Deuxième condamnation pour Valentin. Non, absolument, non. Et puis, il y a des cisgenres aussi. Il y a l'autre. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, oui, vous savez l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui dansent sans entrer en transe. Il y a des gens qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène s'appelle la transcendance. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Mais ils vont être 10, Thomas. Ils vont être 15, ils vont être 20. Ils vont donner des coins, ce spectacle lamentable d'être en train de dire « Mais oui, tout va bien ». Enfin, Gabriel Attal, juste un mot, parce qu'il faut quand même parler de ça. Entre les 2 tours des législatives, il y a quelque temps, après l'élection présidentielle, ils ont fait voter la France insoumise. Il faut le dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont fait sciemment voter la France insoumise. Et après, il vient dire « Ah là là, mais c'est terrible, ces antisémites, etc. etc. » Mais attendez, c'est quoi? Est-ce que vous voyez une petite chose entre vos petites magouilles électorales et votre souci de servir ce pays? De Gaulle revient. Ils sont devenus mous. Mais alors, est-ce que si le bloc central ne sera pas au second tour, s'il y a 10 personnes qui se présentent dès le premier tour? C'est peut-être écoutez, la seule, de toute façon, moi je me refuse à faire des calculs vraiment pour dans 2 ans, je laisse ça aux instituts de sondage, ça les occupe, ça leur fait du fric et puis ça donne de la voix à nos commentateurs. Non, on n'en sait rien aujourd'hui. Écoutez, regardez ce qui s'est passé depuis 2 mois, depuis l'élection de Trump, en 3 mois, regardez ce qui s'est passé. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer en 2027? On a vraiment du temps. Et franchement, ce qu'on demande, c'est des politiques qui s'occupent de nous, qui s'occupent des Français, qui pensent à avoir le peuple français, la nation française, au premier rang de leurs préoccupations. Et quand on voit de quoi ils parlent, et quand on voit, ils se disent oui. Vous vous rappelez Laurent Nunez à propos des policiers? C'est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment... Laurent Nunez, préfet de police de Paris, parle de cette histoire, je vous ai parlé au Framoisin. Oui. Et il dit oui, ça a été terrible et tout ça. Mais attention, les polices sont venus après. On ne laisse rien passer, mais ils sont passés, vous savez, c'est le fascisme ne passera pas, oui, ils sont passés. Ils sont déjà passés, l'imagine. Et c'est extraordinaire, c'était Arletty, vous savez, quand elle a été condamnée parce qu'elle avait eu des petites histoires avec un officier allemand, bon. Et elle a dit, alors, qui n'en a pas eu. Quand je dis petites histoires. Oui, bon, écoutez, elle a eu les cheveux courts. Qu'est-ce qu'elle a fait, histoire de cul, et ça la regarde. Et puis, alors, le juge lui disait, enfin, Arletty, vous êtes la plus grande vedette française, vous avez couché avec un Allemand. Elle a dit, écoutez, monsieur le juge, on disait, on les aura, eh bien on les a.
Voilà. Oui, et puis le cœur des femmes est au vaincu. Non, mais c'est une. Non, vous avez le droit, simple. vous avez le droit. Ça va, j'ai le droit à ça, merci. Ça, André. vous avez le droit. Valentin va encore se faire traiter de misogyne complet, mais c'est pas grave. Voilà. Donc moi, je suis là pour condamner. Voilà, je condamne, Bravo. donc ça passe. Après, vous avez remarqué comment il tire son épingle du jeu. C'est toujours ça. Il dit oui, ça c'est Valentin. Il vous envoie devant avec Renaud Camus, avec ça, il vous envoie dans la je ne merde. mêle pas de ça. Et derrière, et moi, je ramasse le buzz. Et il dénonce à l'Arcom derrière. J'ai vu vos mails que vous avez envoyés. Après, est-ce que mon cœur est de votre côté ou pas? Ça, personne ne le saura jamais. Ouais, bah écoutez, demandez à Renaud votre Camus. cœur vous appartient. Renaud Camus est plus renseigné que nous à ce sujet. Alors sur Attali, pour rester dans le même sujet. Qu'est-ce que je raconte sur Attali sur Attal, pardon. Ah oui, sur oui, Attal, Attal, présidentiel. Non, moi, ce qui me choque, c'est que je trouve, André disait que il nous faut quelqu'un qui incarne et qui donne un sens au peuple français. J'ai l'impression que le problème, il est même plus politique, il est hormonal. C'est-à-dire qu'on a au-delà on a même plus de personnes à qui s'identifier. Sur le plan humain, sur le plan des comportements, on n'a que des petits Parisiens qui sortent d'école de commerce. Gabriel Attal, vous dites qu'il y pense en se rasant, je suis pas sûr qu'il se soit encore rasé, le pauvre. Et donc, on se demande à qui on peut ne serait-ce que s'identifier, à qui on peut déjeuner en fait. Vous savez, Alexandre Astier disait moi je ne travaille qu'avec des gens avec qui j'aime bien déjeuner. Nous on aimerait bien voter avec des gens avec qui on aimerait bien déjeuner aussi. Et là on n'a personne, c'est-à-dire que dans la classe politique actuelle du RN jusqu'à l'extrême gauche, et à la limite pour le coup celui qui peut-être a le plus de bagou, et je dis ça avec vraiment je ne partage pas du tout ses idées politiques, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que lui au moins il a une gouaille, il a quelque chose, un parler populaire. Alors il s'est enfermé dans les dérives qu'on connaît, mais tout le reste, humainement, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus, il n'y a plus de personnes qui incarnent le passé comme. Il y a vraiment une rupture là, à ce niveau-là à partir de Sarkozy, quoi. Je trouve que avant cela, je pense qu'André peut nous éclairer sur les personnes qu'il a côtoyées à l'époque, les Pasqua, tous ces gens-là, en fait, étaient beaucoup. Au moins, on pouvait discuter avec eux. Ils parlaient aux Français moyens. Et même Zemmour, qui avait une candidature où il revendiquait quelque chose de civilisationnel, quand il arrivait pour caresser le cul des vaches, comme on dit, personne n'y croyait parce qu'effectivement, il parlait de Victor Hugo, parlait de la France du fumier, quoi. Oui, mais je crois qu'au moins, en tout cas, il avait au moins, il parlait de Victor Hugo. Le vrai problème, vous savez, aujourd'hui, c'est pas tous, il ne faut pas non plus généraliser, c'est l'absence totale d'épaisseur, l'absence totale de culture. Et je ne parle pas seulement de culture littéraire, etc., de culture, au vrai sens du terme. De nourriture, de terroir. Voilà, le problème, c'est une tête de veau à la vinaigrette dans la classe politique d'aujourd'hui. Ce sont des Playmobil, ce sont des Pokémon. Ce sont des Pokémon et certains transgenres, j'allais dire. Mais c'est ça, vous n'avez pas d'épaisseur, vous n'avez pas... Ouais, effectivement, j'ai connu Pasqua, Mitterrand et d'autres. On aime, on n'aime pas, on était d'accord. Mais il y avait une épaisseur. Vous parlez des gens, effectivement, avec qui on a envie de déjeuner, avec qui on a envie de dîner, bien sûr. Alors, il y a Philippe de Villiers qui a ça, qui a de la culture. Encore une fois, quel que soit ce qu'on peut penser, lui, il y en a quelques-uns. Sauf que ceux-là, oui, Mélenchon aussi, mais enfin Mélenchon est tellement... Vous savez, Mélenchon, son problème, c'est qu'il s'est enfermé dans une espèce de je ne sais pas comment dire, de schizophrénie ou d'autisme électoraliste. Lui, il ne pense qu'à une chose, parce qu'il a l'âge qu'il a, il veut arriver second à la présidentielle, il veut arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle 2027. Donc, je ne parle qu'électoralisme. Il n'est que électoraliste aujourd'hui. Non pas qu'il s'en fout, il est sûrement sincère, mais il n'est que dans cette obsession. Mais on aimerait des gens qui aient un tout petit peu de hauteur. Je veux dire, qui sortent de ce marigot, quel qu'il soit. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, parce qu'on n'a même plus, même dans la classe artistique, dans l'entre-deux tours, on a que des artistes qui appellent à voter pour Macron, à faire barrage au FN, alors d'ailleurs, ils reviennent pour la plupart de Los Angeles pour les entre-deux tours pour donner des leçons de morale. Oui, mais vous savez ce que c'est la classe artistique. Ici, la pétition avec l'addition. Voilà. Mais on fait ça au restaurant, allez, amenez-moi l'addition et la pétition et je signe les deux, quoi. Voilà. Donc, je sais même pas, je ne peux même pas donner de nom de personnes connues au-delà de la classe politique qui ait de l'épaisseur. Et puis surtout, Gabriel Attal est très jeune, il a quel âge? Il a 34, 35 ans. Oui, mais lui, il se dit que c'est un argument parce que les gens vont vouloir du nouveau, sauf que le nouveau, ils vont acheter avec Macron, ils vont pas, même si c'est en promo, ils vont pas le racheter. Le nouveau est faisandé. Hein. Le nouveau est bien faisandé. Non, mais regardez, même dans la classe artistique, il y a un peu de... Bon, Lucchini, quand même, n'est pas le plus mauvais de la bande. Mais culturellement, d'accord, mais il faut aussi quelqu'un qui parle. En politique, c'est autre chose. Il faut un type qui puisse entrer dans un bistrot. Et moi, je connais personne aujourd'hui qui s'est entré dans un bistrot en tant que et qui demande une tête de veau à la vinaigrette. Voilà, ça, c'est important.
Il a 36 ans, Gabriel Attal. Voilà, c'est le fact-checking en direct. Vous me demandez, il n'y a pas de problème. Non, mais il en fait 28. Non, mais s'est vous jamais avez rasé. raison. Il y a un problème de représentation qui est là. Quand on a connu Joseph Kessel, André, quand on a connu, quand on a fait des soirées avec Michael Jackson. Alors, je vais vous dire un truc. Je crois que la nature ayant horreur du vide, je peux me tromper complètement, mais je crois que les circonstances créeront les personnages. Et peut-être sur des personnages qu'on connaît, mais moi je crois qu'on va passer dans une zone des tempêtes, en tout cas de turbulences très fortes. Ça, j'en suis persuadé, ça ne me réjouit pas du tout. Je pense qu'on va arriver à des zones de turbulences très fortes et je pense que ça va créer effectivement ces personnages. Maintenant, on peut tomber aussi, vous savez, nous étions au bord du gouffre et on a fait un grand pas en avant. On peut effectivement tomber, et tomber grave. Après, on peut aussi, il y aura peut-être le sursaut. Vous savez, en 40, on sait très bien où on était, il y avait des forces d'occupation, etc. Et il y avait un type comme De Gaulle et un type comme Churchill, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais cette race n'existe plus. Je ne sais pas. On verra. Moi, je suis d'un naturel optimiste et j'aimerais que surgisse le ou la personne, un homme ou une femme, ou un groupe qui sera nous tirer de là. Maintenant. Et puis, dernière chose que je voulais dire, mais ça dépend de chacun d'entre nous. Je dis ça à tous les gens qui nous écoutent, qui ne croient pas que oui, mais on va attendre. Non. Si vous faites rien, vous allez avoir rien. Vous allez mériter, nous allons mériter ceux pour qui sont là. Vous allez être responsable. Oui. Absolument. Oui. Moi, je dis qu'aujourd'hui, nous avons les hommes et les femmes politiques, eh bien, on les mérite si on ne fait rien pour empêcher cela. Non, et puis c'est ce que ça rappelle d'ailleurs les sondages qu'on suivi la condamnation de Marine Le Pen. Alors peut-être qu'on pense qu'on veut des sondages, mais en tout cas ils étaient très favorables à la condamnation de Marine Le Pen. Est-ce que si un personnage similaire à Trump émergeait en France, est-ce qu'il serait ne serait-ce que reconnu par le peuple français ? Est-ce que le peuple français n'est pas encore trop frileux, encore trop baigné dans le confort, encore trop baigné dans le conformisme ? Et c'est la stratégie du RN, c'est de la dédiabolisation. Oui, sauf que cette dédiabolisation a mené effectivement à avoir des millions de gens qui votent. Donc, de ce point de vue, Marine Le Pen peut considérer que c'est... Sauf que là, maintenant, c'est allé trop loin. On n'est plus dans la période d'il y a 20 ans. Encore une fois, on est en 2025 et aujourd'hui, je crois qu'une certaine radicalisation s'impose. Pour moi, c'est très simple. Alors, l'Amérique n'est pas la France, loin de là, mais il faut jamais oublier que Trump a été élu sur son programme qu'il a claironné pendant 6 mois. Il a parlé que de ça. On peut pas dire qu'il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Alors après, on aime, on n'aime pas, c'est notre problème. Et il a eu le vote populaire. Qui aura aujourd'hui, en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut sortir, etc., et qui aura le vote populaire ? C'est vraiment la question. Oui, mais attendez, parce que le peuple aujourd'hui, le peuple américain n'est pas le peuple français. Bien sûr. Et le peuple américain, il a un sens de la liberté, il a le port d'armes autorisé depuis des lustres. Et puis le premier amendement, liberté d'expression absolue. Alors qu'en France aujourd'hui, malheureusement, une grosse partie de la classe populaire, elle est biberonnée aux aides publiques, l'antiracisme aussi, à l'antiracisme, mais à l'américanisation de la culture. Est-ce qu'on a le sens de la révolte qu'on pourrait... voilà, je sais pas. Moi, honnêtement, Valentin, écoutez, l'histoire de France apprend, maintenant, est-ce que c'est peut-être fini ? Allez-y, qu'à un moment donné, il y a eu, qui aurait dit en 1788 qu'il allait avoir la prise de la Bastille ? On peut penser ce qu'on veut. Il y a les révoltes, il y a les jacqueries, il y a eu 1848, il y a eu 1871, il y a eu... Maintenant, est-ce que le peuple français, et c'est vraiment quand De Gaulle dit les Français sont des veaux, est-ce que c'est fini, c'est définitif ? Est-ce qu'on est lobotomisé ? Est-ce qu'on veut surtout pas bouger, qu'il n'y ait pas de vague ? Est-ce que ceux qui vont avoir bac plus 10 ou bac plus 15 vont s'en aller, comme beaucoup s'en vont, en disant, écoutez, nous, et puis les pauvres, ou la classe moyenne, déjà complètement squeezée et s'aimer et vraiment touchée, est-ce qu'ils vont rester là ou pas ? Non, tout est possible. Effectivement, on est à un moment charnière, d'ailleurs, de l'histoire de l'Europe, etc. Le micro est juste là. Oui, non, j'ai essayé de vous convaincre. Non, mais je sais bien. Est-ce qu'on est à un moment charnière de l'histoire ? C'est vrai. Et ça, franchement, on va pas jouer les voyants dans le marque de café. On verra ce qui va se passer. On verra. Mais vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de saints catholiques après la Révolution française. Donc vous voyez, on pensait qu'il n'y aurait plus de foi catholique, que tout allait s'effondrer. Et puis voilà, le père Igny fait son obélisque. Ah, le père Igny, on est bien, le père Corentin. Faudra que j'aille penser à me confesser d'ailleurs. Oui, voilà, mais juste après l'émission. Pour toucher mon salaire du mois, oui, c'est quand même... Allez, on va passer à une autre question d'auditeur. C'est Fatima qui nous pose une question sur les médias alternatifs. Monsieur André Berkoff, je souhaitais vous poser une question concernant les médias. Alors, pas seulement mainstream, mais globalement.
On constate depuis la Covid notamment qu'il y a une recrudescence des médias alternatifs, parce qu'on se détourne un petit peu des médias mainstream, comme on les appelle communément depuis quelque temps. Et juste savoir, pour vous, quel est l'avenir des médias en général et comment vous percevez la métamorphose des médias de toutes sortes. Merci pour votre réponse. Eh bien, merci pour votre question, parce qu'elle est effectivement très, très importante. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, je vous parle de 20 ans que les moins de 40 ans, d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Moi, j'ai commencé dans la presse où il y avait encore le marbre. C'est-à-dire qu'on faisait avec les plombs. Moi, à l'Orient de Beyrouth, j'étais rédacteur en chef culturel, j'avais 20 ans. On mettait, vous savez, les plombs, la morasse, qu'on appelait la morasse, pour imprimer. Moi, donc c'était l'écriture hiéroglyphe? Non, vous avez quand même déjà le... Non, c'était hiéroglyphe. Ah oui, d'accord. Non, il y avait, c'était François, c'était la grande époque du grand François, c'était l'époque des journaux. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé, alors qu'est-ce que c'est 50 ans de ce point de vue, c'est rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'effectivement, pour des tas de raisons, il faudrait faire une émission entière là-dessus, on est dans une autre... Par exemple, moi, je peux vous dire, je lis pratiquement très peu de journaux écrits, de pièces écrites, et je suis sur les réseaux alternatifs, pas pour faire jeune, pas pour faire moderne, mais simplement aujourd'hui, l'alternatif a gagné. Pourquoi? Parce que la presse s'est réduite. C'était pas du tout le cas il y a encore 40 ans. Vous aviez vraiment une presse d'opinion extrêmement variée. Du temps de De Gaulle et de Pompidou, c'est vrai que la radio et la télévision étaient très orientées gouvernement. La télévision, d'ailleurs, dit Pompidou, c'est la voix de la France, donc on n'a pas le droit de toucher. Et puis il y avait une chaîne, deux chaînes. Oui, 2 ou 3 chaînes maximum, et une chaîne pendant très longtemps, 2 chaînes pendant très longtemps. Donc là, il n'y a pas. En revanche, la presse écrite, la presse papier, était extrêmement, mais vraiment. Aujourd'hui, la différence s'est rétrécie. Vous avez 7 personnes qui tiennent toute la presse, la radio et la télévision. Il faut quand même le savoir. Ils sont 7 en France. Et je ne parle pas du service public, c'est encore autre chose. Donc il y a Guy de Lafortelle, il y a Martial Bild de TV Liberté. Oui, voilà. Non, mais effectivement, et il y a les réseaux alternatifs. Et les réseaux alternatifs, ce qu'on appelle alternatifs, j'aime pas beaucoup ce mot, pas des réseaux alternatifs. C'est simplement qu'il fallait, et c'est là où la technique et je dirais, et la politique se rejoignent, la métapolitique, il fallait effectivement crever cette espèce d'espace clos et fermé où la doxa fonctionnait à peu près complètement. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait que la Pravda, mais il y avait quand même, il y a une opinion majoritaire très forte. Il y a des gens, et vous le savez très bien, vous êtes bien placés pour le savoir, moi aussi, qu'on invisibilise. On ne les entend pas, on ne veut pas les entendre. Il y a peu d'endroits, mais il y en a heureusement où on les entend. C'est ça aujourd'hui qui change. Et donc, quand on veut se renseigner, moi je suis très frappé par ça, j'ai une émission, comme vous le savez, quotidienne sur Sud Radio. Comment les gens réagissent? Parce que les gens vont partout maintenant. Ils ne se contentent pas d'aller, je vais lire mon Figaro, mon Monde, etc. Ils le lisent, mais ils vont ailleurs. Et sur ça YouTube notamment. Pardon? Sur YouTube notamment, où il y a une proposition. Bien sûr, YouTube et tous les réseaux alternatifs. Enfin, je dirais, tous les réseaux, je ne sais pas comment on peut les appeler, parallèles ou autres. Pour moi, vous savez, il y a une chose très intéressante. Je ne sais pas qui disait, je ne sais pas si Musk disait, maintenant vous êtes les médias. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire autant de conneries que vous voulez. Ça ne veut pas dire que les médias alternatifs sont par essence la vérité. C'est stupide. Il dit autant de conneries que les autres, mais ils vous donnent un choix. Et ils vous font amener chez des gens. Et pourquoi Toxin s'est développé? Pourquoi tel ou tel média s'est développé? Parce que les gens disent, tiens, j'entends autre chose que j'entends d'habitude. C'est ça. C'est pas pour nos beaux yeux qui viennent. Donc, il y a ça. Et puis, deuxièmement, il y a un signe extraordinaire. Vraiment qui m'a frappé, c'est que vous savez, à la Maison-Blanche, tous les jours, il y a un point presse. Presque tous les jours, à la Maison-Blanche, comme ici, mais beaucoup plus fort qu'ici. Eh bien, une fois par semaine maintenant, c'est les podcasteurs et les blogueurs et les TikTokers. Ils sont 400 à venir écouter Catherine Leavitt, la porte-parole du gouvernement Trump. Ils ont remplacé les journalistes. Absolument, c'est une fois par semaine, il dit non, c'est fini, il n'y a pas les journalistes mainstream, il y a les autres. Donc, ça veut dire que la reconnaissance, effectivement, et aujourd'hui, vous savez qu'un Joe Rogan fait 15 millions, alors c'est qu'un Tucker Carlson, comme ces gens-là font, des dizaines de millions de spectateurs
et d'auditeurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on l'a vu pendant la campagne pendant la campagne des présidentielles aux États-Unis. Bien que sûr. les podcasteurs avaient plus de poids dès 2016, moi, quand j'ai reçu Trump, quand j'ai écouté Trump et je l'ai interviewé, il m'a dit, mais à 2016, il m'a dit, ma campagne, elle se fait par Twitter, Instagram, Facebook et compagnie. Parce qu'il dit, comme les journaux officiels me crachent dessus, et c'est vrai que 95% des médias, radio, télévision, disaient Trump, c'est rien, c'est un clown, etc. C'est Hillary Clinton qui a gagné. Donc, il est allé où sur les réseaux sociaux? Il a fait ce qu'on appelle la désintermédiation. C'est très important. C'est-à-dire que les médias, ça a bougé, et on est en 25 aujourd'hui, donc 9 ans après, 8 ans à 9 ans après, eh bien, on a vu le passage. L'ubérisation de la parole, oui. En tout cas, la possibilité pour des médias, et je réponds à Fatima, que incontestablement, aujourd'hui, les gens, et je parle des gens du chauffeur de taxi aux bourgeois, s'informent aussi ailleurs. Ouais, c'est intéressant, c'est une question aussi de modèle de financement. D'ailleurs, vous aviez fait une émission là-dessus avec Jean-Louis Tremblay sur le tout début de Toxa. C'est-à-dire que on revient à des médias qui sont contrôlés et financés par les gens qu'ils écoutent. C'est-à-dire que à l'époque des années 80, vous avez quand même vécu une période bénie du journalisme où il y avait des financements. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez raconter une anecdote, vous avez fait quand même le tour du monde avec des palaces, mais quand même ça montre que c'était une époque bénie où le journalisme était libre parce que justement, il était en position de force aussi financière. Tout à fait. C'est-à-dire les journaux, Valentin, appartenaient aux journalistes. Ouais. Le Monde appartenait à ces journalistes, à la société de rédacteurs. C'est plus le cas. L'Express, n'en parlons pas. Quand je vois l'Express où j'ai travaillé 8 ans, quand je vois ce qu'il est devenu aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Parce que maintenant, c'est vraiment les actionnaires qui détiennent le journal plus que... écoutez, qui paye commande. Oui. On passe à raconter des histoires. Et avant, c'était pas le cas. Enfin, c'était moins le cas. C'était beaucoup moins le cas. Je ne dis pas... Quand je dis qui paye commande, ça ne veut pas dire que les journalistes sont tous en rang. Mais je vais vous dire que, et ça, on ne peut pas leur jeter la pierre. Vous êtes journaliste, vous avez femme et enfants, vous avez une famille à entretenir. Si l'actionnaire amène et vous dit, écoutez, mon vieux, là, c'est très bien, mais là, vous n'allez quand même pas parler de ça parce que moi, j'ai des affaires. Les milliardaires qui sont là, c'est leur œillet sur la boutonnière. C'est pas leur truc, c'est pas avec ça qu'ils vont gagner de l'argent. C'est avec leurs affaires à côté. Les affaires qui dépendent du gouvernement. Donc, ils veulent lui dire, attends, je t'aime bien, mon vieux, mais tu vas aller pas plus loin que ça. On va avoir de la variété. Mais est-ce que vous avez déjà eu ça dans un de vos anciens journaux? Écoutez, moi, la chance que j'ai eue, c'est de changer énormément. Je n'ai jamais été, à part l'Express, j'ai travaillé pour l'édition, j'ai pas eu ça vraiment de façon très claire. J'ai pu avoir ça, mais franchement, je ne suis pas resté très longtemps. Vous voyez, j'ai eu un statut d'indépendant très très tôt et je l'ai gardé. Donc j'ai eu la chance, mais c'est de la chance. J'ai pas une famille nombreuse. Je sais pas si j'aurais fait. Et vous savez, quand je veux être un peu méchant, je dis, vous savez, si vous voulez savoir un journaliste indépendant d'un journaliste qui est obligé c'est très simple. Vous regardez la télévision et vous regardez le coup. Regardez bien le coup. Si vous voyez des rougeurs, c'est qu'il vient d'enlever son collier. Voilà. Et que donc, on lui donne le collier, la laisse, on lui dit, écoute, tu peux gambader un peu, mais jusque-là, après, fais attention. Donc, encore une fois, ne généralisons pas. Je dis, il y a des journalistes qui font très très bien leur boulot, y compris dans la presse mainstream, vraiment, qui font des enquêtes, qui font des choses formidables. Après, voilà, c'est une question de courage et de... Dans la presse mainstream, vous trouvez des noms, là. Dans la presse mainstream, il y a des gens qui ont, pour vous, une reconnaissance, enfin, en fait, qui véritablement du boulot. D'abord, il y a de très bons éditorialistes, et puis des journalistes, oui, vous savez, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des enquêtes dans la presse mainstream. Après, je ne peux pas vous citer parce que c'est dans des domaines très divers. Mais encore une fois, le vrai problème, c'est quand vous dénoncez... Pardon, bien, je vais donner un anti-exemple. Anne-Laure Bollen, vous savez, la cinéaste, etc., qu'on a reçue ici. Anne-Laure Bollen, elle a fait son travail de reporter. Mais comme elle ne disait pas ce qu'il faut dire sur Russie-Ukraine, elle ne disait pas ce que la Doxa doit dire, elle a été invisibilisée. Sauf dans certains médias. Mais elle était invisibilisée. Ça, le problème, c'est que quand vous dépassez la chose, on dit, attendez, faites attention. Autre exemple, Corinne Lalo, qui travaille pour TF1 avant, et qui a été... qui a écrit un très bon livre. Corinne Lalo, excellente journaliste, excellente reporter. Non, il y a des gens, il faut le dire, encore une fois, ils existent et ils sont en nombre, qui font leur travail. Mais je dois dire que c'est plus difficile, c'est tout. Je ne veux pas dire que c'est impossible. On n'est pas à la Pravda, c'est pas vrai, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas en dictature. Pas non plus raconter n'importe quoi. Mais voilà, il y a des limites.
Il y a des limites. Et heureusement qu'il y a les médias alternatifs. Valentin, vous vouliez conclure quelque chose? Non, j'avais des noms qui me venaient en tête. Marc Andevelde, Eric Stemlen. Comme on est un petit peu sulfureux, c'est toujours bien de dire qu'on les apprécie parce que ça les met dans la merde. Ça mainstreamize et eux, ça les... Non, je condamne ils vont tout dire non, j'ai rien à voir avec ces hommes. Avec ses gueux, avec ses ploucs. Et puis d'autres, non, c'est vrai. J'ai pas en tête là, mais il y en a beaucoup. Oui, il y a des vrais enquêteurs. On va finir avec une dernière question d'auditeur. Il s'appelle Guillaume, il voulait vous parler de la liberté d'expression, André Berkoff. Bonjour Monsieur Berkoff. J'avais une question au sujet de la liberté d'expression en France. On a vu que récemment, Éric Zemmour a été condamné à 10 000 euros d'amende pour avoir déclaré que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs. Est-ce que selon vous, ce type de condamnation est justifié ou bien êtes-vous pour une liberté totale d'expression? Êtes-vous par exemple pour la suppression de la loi Pleven et de la loi Guesso? Ou êtes-vous pour une restriction de cette liberté d'expression comme c'est le cas actuellement? Merci beaucoup. Merci de votre question. Là, je vais être très franc avec vous. Moi, je suis pour une liberté d'expression indivisible. Je trouve qu'effectivement, c'est scandaleux, comme d'autres, que Éric Zemmour ait été condamné pour avoir dit ce qu'il a dit. On peut dire, on n'est pas d'accord avec vous, on peut dire, vous mentez, ou vous avez une fake news, mais on ne peut pas le condamner pour avoir dit ce qu'il a dit sur Pétain. Je trouve ça... Mais c'est la base. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est la loi. Moi, la liberté d'expression s'arrête... commence l'appel à la haine, l'appel au racisme, l'appel au massacre et l'appel à, effectivement, à supprimer quelqu'un. Supprimer quelqu'un, je ne dis pas spécialement physiquement, mais supprimer quelqu'un dans son être. Eh bien, il y a des lois pour ça. Il ne s'agit pas de supprimer la loi. La liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi et de dire ce salaud, il trompe sa femme ou il est pédophile et je vais aller le tuer. Ça, c'est lamentable. Et ça, il doit être condamné et sanctionné. Et on devrait le faire beaucoup plus souvent que ça parce qu'on ne le fait pas, ça. En revanche, que quelqu'un exprime une opinion, vous savez, sur telle ou telle chose... Moi, ce que j'aime, effectivement, j'aimerais que la Constitution française, qu'on change tous les 2 mois, eh bien, adopte le premier amendement de la Constitution américaine. Liberté d'expression sacrée. Voilà. Après, la loi est là, et la justice est là, si on excède, et ce que j'appelle excède, je n'appelle pas, encore une fois, pour être très précis, la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire, moi, j'aime les enfants. Ok, ça, je veux dire, ça se condamne, ça se tranche, et je suis totalement pour des sanctions extrêmement sévères là-dessus, ou l'appel à la haine, ou l'appel au meurtre. En revanche, si je dis des choses sur la Seconde Guerre mondiale, etc., moi je dis, écoutez, par exemple, il y a un livre formidable que personne ne connaît ou très peu, d'un auteur franco-israélien qui s'appelle Simon Epstein, qui a écrit Le Paradoxe français. Et vraiment que tous les auteurs, les téléspectateurs de Tocsin le regardent. Qu'est-ce que c'est? Et il montre comment, en s'appuyant sur des journaux d'extrême droite, d'extrême gauche, comment dans les années 30, des gens qui étaient judéophiles, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA et compagnie, ont basculé dans la collaboration pétainiste dans les années 40, alors que des maurassiens antisémites ont basculé dans la résistance. Pourquoi alors? Les choses sont jamais noir et blanc, les choses sont grises, et il faut en parler, au nuancer. Et il a fait un travail formidable que je conseille à tout le monde de lire. Parce que justement, il n'est pas entré en disant, écoutez, moi je vois les choses qui sont passées, et c'est une enquête, des documents très 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 précis. Donc, et là, au-delà de ce problème, la liberté d'expression ne peuvent que faire du bien, sortir les choses. Regardez ce qu'on fait, par exemple, sur Doge en Amérique et ce qu'on doit faire ici. Moi, ce que j'aimerais savoir, et pourquoi personne n'en parle, pourquoi vous n'enquêtez pas sur les blanchiments, pourquoi vous n'enquêtez pas sur l'argent des associations, pourquoi vous n'êtes pas le gaspillage, où va l'argent? Un truc aussi bête que ça, on dit toujours où va l'argent, mais qui enquête? Qui enquête? Il y a de temps en temps des choses qui sortent, heureusement. Voilà. Et de temps en temps, par exemple, des gens de qui je ne suis vraiment pas très proche, Mediapart, de temps en temps, oui, ils font leur boulot de journaliste. On peut leur reprocher peut-être leur biais idéologique, mais ils font des enquêtes. Et alors après, on est aux frontières ou autres. On est pour, on est contre, c'est un autre problème. Après, mais les gens qui font le travail, eh ben moi, je dis bravo. Et Éric Zemmour n'a fait que reprendre cette enquête, en parler, lui donner une caisse de résonance, et c'est pour ça qu'il a été condamné Exactement. à cette amende. Et très sincèrement, la loi devrait être protection des gens qui font leur boulot. Oui, puis ça... les restrictions de liberté d'expression, comme la loi Pleven, la loi Guesso, ça alimente les fantasmes.
C'est-à-dire que plutôt que à partir du moment où quelqu'un est interdit, ça devient résistant. Et puis il y en a qui font un business là-dessus. Et puis ça crée derrière un mouvement de censure, d'hygiène morale, d'autocensure aussi des journalistes. Et on en parlait avant l'émission. Et l'autocensure existe, effectivement. Et plus personne aujourd'hui n'est capable de polémiquer correctement. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus même d'être attaqué ad hominem parce qu'on prend tout de suite ça comme une attaque. On n'a plus ce côté satirique qu'il y avait dans les années 60 et même dans les années plus tôt. Et en fait, on n'accepte plus les bons mots. Et c'est même la culture française qui y perd parce que l'outrance... vous avez préfacé un super ouvrage de Daniel Cosculola sur les pamphlétaires français, une anthologie des pamphlétaires français. On est effaré par l'effondrement, ne serait-ce que du niveau culturel, stylistique, parce que l'outrance, parce que l'argot, parce que l'insulte, c'est fait partie de la culture française. Bien sûr. Et on parlait de ce Jean Galtier-Boissière qui appelait Abel Bonnard Gestapette. N'empêche que ça manque. Bien sûr. Ça manque. Et on y allait. Et c'était d'une violence totale. Bon, alors peut-être que ça choque, mais aujourd'hui, on ne peut plus dire un mot. Je le vois. Vous savez, moi, je me rappelle un truc. Là, récemment, dans une émission, bon, j'étais un peu énervé parce que je n'avais pas pu dire ce que j'avais dit. Et quelqu'un qui dit pause. Et je dis ménopause. Ah non, mais c'est vulgaire, on peut pas dire ça. Mais vraiment, j'ai senti que c'est des beaufs. Alors je me suis corrigé, j'ai dit andropause, ça allait mieux. Là. Oui, voilà, on ne peut plus rien dire. Bah écoutez, merci beaucoup André Berkoff d'avoir été avec nous pour cette première émission des Tintins. Merci Valentin Schirmer. Merci Tibétain, et puis merci à tous les auditeurs. On vous invite, voilà, si vous n'avez toujours pas mis vos pouces, c'est le moment. On vous invite toujours à vous abonner. Évidemment, vous savez que c'est très important pour le référencement. Et puis on se retrouve demain avec la matinale avec Clément Soudiakova pour la chronique police-justice et la chronique de Roxane Despalingues. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à 18h mercredi. À très vite.